Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, bien évidemment, vous savez tous combien il est particulièrement émouvant pour moi d'être à cette tribune. Et je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les professeurs du Collège de France pour le très grand honneur qu'ils me font en m'accueillant au sein de leur assemblée dans ce prestigieux établissement, où ont exercé dans ma thématique de recherche et d'enseignement la paléontologie humaine, mais aussi en préhistoire, de si illustres savants. Après 45 années de recherche, toujours d'abord construite sur le terrain, je me sens pourtant aujourd'hui vraiment un tout jeune collégien, mais aussi l'un des héritiers de cette tradition de l'histoire naturelle perpétuée au Collège de France par de si célèbres naturalistes. Cette leçon n'a naturellement pas pour objectif d'en faire une liste exhaustive. Néanmoins, permettez-moi de citer Joseph Tournefort, le botaniste, titulaire de la chaire de médecine et de botanique de 1706 à 1708. Louis-Jean-Marie Daubenton, titulaire de la chaire d'histoire naturelle de 1778 à 1800. Cet ami de Buffon montra que l'orang-outan est un quadrupède et non un homme sauvage bipède. Georges Cuvier, titulaire de la chaire d'histoire naturelle de 1800 à 1832, le père de la paléontologie, pourtant toujours resté résolument en dehors des idées transformistes, pour devenir le promoteur du fixisme-catastrophisme. Je voudrais aussi citer de grands préhistoriens, l'abbé Henri Breuil, titulaire de la chaire de préhistoire de 1929 à 1947, et son célèbre berceau à roulettes de l'humanité. Les choses n'ont guère changé d'ailleurs. André Leroy-Gourhan, titulaire de la chaire de préhistoire de 1969 à 1982, paléo-ethnologue à la recherche de l'homme dans sa totalité. Et Jean Guilaine, titulaire de la chaire des civilisations de l'Europe au néolithique et à l'âge du bronze de 1995 à 2007, le spécialiste reconnu de cette période de notre histoire. Le temps me manque pour tous les nommer. Néanmoins, je ne saurais oublier dans cette illustre filiation celui qui m'a précédé au Collège de France, Yves Coppens. Titulaire de la chaire de paléoanthropologie et de préhistoire de 1983 à 2005. Paléontologue de terrain, directeur ou co-directeur de plusieurs programmes internationaux de recherche transdisciplinaires. Sur le terrain, il a mis au jour, d'abord au Tchad, un hominidé du quaternaire récent, Tchadanthropus uxoris, puis avec son équipe, en Afrique orientale, dans la vallée de l'Omo, dans le triangle des Afars, entre autres,
d'abondante et riche faune de vertébrés fossiles, incluant plusieurs centaines de restes de préhumains et humains, dont plusieurs espèces nouvelles. Parmi ces dernières, en 1974, Lucie, la plus illustre des jeunes femmes, pardonnez-moi, pourtant alors considérée comme la grand-mère de l'humanité. Mais elle était datée à 3,2 millions d'années. Enseignant, chercheur, mais aussi conteur et homme de communication d'excellence, avec beaucoup de talent, de compétences et de disponibilité. Il a su donner de nouvelles lettres de noblesse à la paléoanthropologie, et ceci tant au niveau des institutions et de leurs chercheurs que des élèves des écoles, des collèges, des lycées, des étudiants et du grand public. Chers collègues, en vous exprimant toute ma gratitude, je ne saurais oublier de mettre en exergue la tribune prestigieuse que vous avez accordée à la discipline elle-même, la paléontologie humaine. Et ceci, surtout à un moment où ressurgissent avec vigueur, y compris en France, la tentation des errements de certains courants de pensée créationnistes ou néo-créationnistes sans Soulato. Enfin, si je suis ici, devant vous, je le dois, bien sûr, à tous ceux qui m'ont fait confiance, soutenu et aidé. Ils me pardonneront. La liste serait bien trop longue pour pouvoir ici tous les citer. Certains nous ont déjà prématurément quittés. Mais pour tous, je souhaite, dans cette leçon, avoir une pensée particulière en témoignage de toute ma reconnaissance. Je pense bien sûr d'abord à mes deux rapporteurs du Collège de France, les professeurs Édouard Barr et Armand de Riclès, acteurs privilégiés qui ont permis le départ de ce long et très enrichissant parcours initiatique qui s'achève aujourd'hui par cette leçon inaugurale de mon futur enseignement. Mais aussi à mes collègues et amis de l'Université de Poitiers, plus particulièrement, pardon Monsieur le Président, à ceux de la Faculté des Sciences, aux doyens, le pénultième et l'actuel, et à leur équipe, qui m'ont accordé leur indéfectible soutien et m'ont supporté vraiment dans tous les sens du terme, durant toutes les épreuves, des moments difficiles, et il y en eut pendant les 2 premières décennies de cette quête restée désespérément sans hominidés anciens. Une longue, très longue traversée du désert. Grâce à eux, la confiance, la sérénité et l'humour ne m'ont jamais fait défaut, ce qui m'a souvent permis de relativiser des situations tout à fait imprévues et parfois même, pour le moins, inhabituelles. Au CNRS, d'abord au département des sciences du vivant, maintenant au département environnement et développement durable, à leur directeur scientifique, à leur directeur adjoint, dont l'aide et le soutien à notre UMR ont toujours été une force vive et déterminante, mais aussi l'assurance d'une évaluation scientifique résolument tournée vers l'avenir. Aux collectivités territoriales du Poitou-Charentes, et plus particulièrement à la région Poitou-Charentes, dont le soutien a toujours été un partenariat en parfaite adéquation avec le développement de nos recherches,
que ce soit sur le terrain ou au laboratoire. À tous mes collègues de l'Institut international de paléoprimatologie et paléontologie humaine, l'IFEP, UMR 6046 de l'Université de Poitiers, 2 structures que j'ai eu la chance d'initier puis de diriger en bénéficiant, durant le contrat qui vient de s'achever, de l'efficacité quotidienne, résultante toujours stimulante, d'un judicieux dosage mêlant réalisme et démocratie participative de celui qui était mon directeur adjoint. Mais pendant ces 3 décennies, rien n'aurait pleinement abouti sans le concours précieux de celle qui était officiellement ma secrétaire, mais en réalité mon assistante, de tous les moments, pour toutes les demandes, qu'elles soient locales, nationales, internationales, administratives ou scientifiques, qu'il s'agisse de relations humaines ou avec les médias. Permettez-moi de saisir la solennité du moment pour lui dire toute ma gratitude et combien je lui dois, et la remercier de m'avoir fait bénéficier de toute sa compétence et sa loyauté. C'est un agréable devoir de dire aujourd'hui à cette tribune toute ma reconnaissance, d'abord à mes amis tchadiens, plus particulièrement à ceux de l'Université de N'Djamena et du Centre national d'appui à la recherche. Après les moments difficiles et douloureux qu'ils viennent de subir, permettez-moi de leur souhaiter de retrouver rapidement la quiétude qui sied aux travaux de recherche que nous conduisons en étroite collaboration. Au ministère français des Affaires étrangères et à tous mes amis français du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à N'Djamena, ainsi qu'à ceux du dispositif épervier et de la mission d'assistance militaire au Tchad. C'est un agréable devoir de dire ma profonde gratitude à tous nos mécènes et plus particulièrement à la Fondation Dan David. Sans eux, sans vous tous, cette aventure scientifique et humaine n'aurait jamais connu des résultats aussi riches et aussi nombreux. Les mots me manquent pour témoigner de ma reconnaissance à tous mes amis, compagnons et guides du désert, tchadiens, français, américains, anglais, canadiens, espagnols, hollandais, africains du Sud, de la mission paléoanthropologique franco-tchadienne, la MPFT, aux Libyens de la MPFL, aux Égyptiens de la MPFE. Avec eux, j'ai appris à connaître et vécu au quotidien ce que sont, au sein des milieux extrêmes, les déserts brûlants, et plus particulièrement l'ergue dunaire du Djourab, au nord Tchad. Une immensité de beauté à l'horizon toujours fuyant, mais aussi une grande école d'humilité et de fraternité face à la violence de ces tempêtes et à la rudesse qu'elles peuvent prodiguer. Et ceci même en dépit du fait qu'ils recèlent des trésors paléontologiques, en l'occurrence les plus anciens restes actuellement connus de l'humanité naissante. En effet, dans ce désert est écrit l'un des tout premiers chapitres de notre histoire. Les tempêtes de vent de sable en tournent les pages et les érodent. Pour les lire, avec mon équipe, nous devons faire en sorte d'être là, au bon endroit, au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. L'histoire de notre histoire est particulièrement riche en informations.
les sciences de l'Antiquité confondaient l'origine de l'univers, l'origine de la Terre et l'origine de l'homme. Avec l'étude de la lumière, l'étude des pierres et l'étude des fossiles, les sciences modernes ont montré que ces trois événements étaient séparés par des milliards d'années. La notion d'homme fossile n'a été reconnue que très tardivement, en 1856, au moment de la mise au jour en Prusse rhénane, dans le ravin de Néander, des premiers restes de l'homme de Néandertal. De fait, les premiers hommes fossiles, deux calottes crâniennes d'enfants, mais non reconnus comme tels, avaient déjà été mis au jour plus de 2 décennies plus tôt, en 1830, en Belgique, à Angis, par un médecin liégeois, Philippe Charles Schmerling. L'homme de Néandertal aurait donc dû s'appeler l'homme d'Angis. Pendant la plus grande partie de son histoire, l'homme a ainsi vécu dans la croyance créationniste, prônant l'absence de toute histoire ancienne, et donc de fait l'absence de l'existence de restes fossiles humains. Ainsi, M. Voltaire, en 1746, dans sa dissertation sur les changements arrivés dans notre globe et sur les pétrifications qu'on prétend en être encore les témoignages, n'écrivait-il pas que les poissons, il s'agissait bien de fossiles, les poissons du mont Cenis représentaient des restes jetés par des pèlerins ou des croisés sur le chemin du retour de la Terre Sainte. Plus tard, au Jardin du Roi, le baron Georges Cuvier, pourtant le véritable père de l'anatomie comparée et de la paléontologie, insensible à toute la richesse du transformisme évolutionnisme, pourtant déjà prôné par certains de ses contemporains, dont le chevalier de Lamarck et Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, utilisa toute son influence pour se faire le procureur du fixisme catastrophisme. Je pense en 1822 à son discours sur les révolutions de la surface du globe et sur les changements qu'elles ont produits dans le règne animal. Enfin, il faut souligner que c'est seulement 3 ans, après la reconnaissance de l'existence de l'homme de Néandertal, en 1859, qu'était publié par Charles Darwin On the Origin of Species by Means of Natural Selection, sur l'origine des espèces par la sélection naturelle, la théorie de l'évolution. Puis, en 1871, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, l'ascendance de l'homme. Dans ce dernier ouvrage, Charles Darwin proposait déjà des relations de parenté entre l'homme et les grands singes africains. Il est par conséquent probable que l'Afrique, disait-il, était antérieurement habitée par des singes aujourd'hui éteints, étroitement voisins du gorille et du chimpanzé. Et comme ces deux espèces sont à présent les plus proches voisines de l'homme, il est en quelque mesure plus probable que nos premiers héritiers ancêtres aient vécu sur le continent africain plutôt qu'ailleurs. D'ailleurs, Thomas Huxley, un ami biologiste et philosophe de Charles Darwin, convaincu par la théorie de l'évolution, n'avait-il pas publié en 1863 La place de l'homme dans la nature, où il écrivait déjà que dans la nature actuelle, les grands singes sont nos plus proches parents. Cette prédiction
de Huxley et celle de Darwin seront vérifiées à la fois par la phylogénie moléculaire et par la paléontologie. Dès 1967, Alan Wilson, de l'Université de Californie à Berkeley, et Vincent Sarich, de l'Université de Stanford à Palo Alto, montrent notre très grande proximité génétique avec les chimpanzés, moins de 2% de différence. Cette similitude implique que nous partageons un ancêtre commun. Les chimpanzés, en l'occurrence les panidés, deviennent le groupe frère des humains, les hominidés. Tandis que la paléontologie humaine révélera notre très grande ancienneté africaine, d'abord par la découverte du premier australopithèque dès 1925 par Raymond Dart en Afrique du Sud. Puis à partir de 1959, les découvertes successives de préhumains en Afrique de l'Est et notamment dans les années 70 de Lucie et ses compagnons. Et enfin, au tout début du troisième millénaire, au Tchad, de Toumaï et ses frères. Tous ces préhumains possèdent déjà de très nombreux caractères anatomiques dérivés, partagés avec tous les humains plus récents. Il s'agit notamment, pour la denture, de dents jugales recouvertes d'une couche d'émail plus épaisse que chez les grands singes africains, gorilles, chimpanzés, bonobos. C'est là la marque d'un régime alimentaire différent, composé d'une partie de nourriture plus coriace. De la présence de canines à couronne petite, plus ou moins asymétrique, dont la supérieure, sans crête aiguisoire distale, est associée à une prémolaire inférieure, la première, qui est la P3, sans facette aiguisoire vestibulaire. Le tout formant un complexe CP3 de type broyeur. Il s'agit là d'un caractère dérivé, c'est-à-dire d'un caractère apomorphe, partagé par tous les hominidés connus, actuels et fossiles. Tandis que chez les singes, les couronnes des canines sont grandes, coniques, la supérieure avec une crête aiguisoire, distale, est associée à une première prémolaire inférieure, toujours la P3, qui elle aussi a une facette aiguisoire, vestibulaire, et l'ensemble forme ainsi un complexe CP3 tranchant. Il s'agit là d'un caractère plésiomorphe, c'est-à-dire un caractère ancestral. Au niveau de la locomotion, toutes les espèces fossiles de préhumains et humains décrites à ce jour et qui sont connues par des restes crâniens et ou de squelettes appendiculaires, je pense au bassin, aux os des membres postérieurs, fémur, tibia par exemple, dont l'anatomie très particulière traduit une démarche de type bipède bien différente de celle des grands singes qui sont, eux, quadrupèdes. Comme l'avait prédit Charles Darwin dès 1871, les plus anciens préhumains fossiles, à ce jour datés de 7 millions d'années, sont donc bien connus en Afrique et témoignent d'une origine africaine et ancienne, au moins 8 millions d'années, de l'humanité. Pourtant, le courant créationniste, ou plutôt maintenant néo-créationniste, habilement grimé en pseudosciences, sous le nom de dessin intelligent, intelligent design des anglo-saxons, fait preuve d'une vigueur persistante, non seulement par sa solide implantation sur le continent nord-américain, mais aussi dans l'Ancien Monde, ainsi qu'en témoignent
l'édition de luxe du livre de la création, qui en 2007 a été l'objet d'un envoi en nombre en France à l'ensemble des établissements d'enseignement et de recherche. Chers collègues, l'existence d'une chaire de paléontologie humaine, à côté des nombreux enseignements évolutionnistes qui sont déjà dispensés au Collège de France, est une tribune prestigieuse qui permettra de mettre en exergue et sans équivoque que ces courants de pensée moyenâgeux font fi des découvertes et des connaissances scientifiques acquises depuis le XIXe siècle. De la fin du XIXe au début du XXe siècle, dans cette quête à la recherche de notre ancêtre, les découvertes de restes humains fossiles vont se succéder, d'abord en Europe, les Néandertaliens, les Cro-Magnons, puis en Asie, avec l'Homo erectus, Pithecanthrope de Java, Sinanthrope de Chine. Mais cette quête de notre ancêtre se devait d'aboutir. Et en 1912, Eoanthropus dawsoni, l'homme de Piltdown, du Pléistocène ancien du Sussex, Angleterre méridionale, va représenter dans le contexte des idées de l'époque l'ancêtre idéal. Un Européen d'Angleterre, avec un crâne vraiment très semblable au nôtre, qui se révélera être, grâce à la spectrométrie de masse, mais seulement 4 décennies plus tard, une supercherie résultant de l'association d'un crâne d'homme moderne à une mâchoire d'orang-outan actuelle. Ensuite, sur le continent africain, dès 1924, en Afrique du Sud, avec l'extraordinaire découverte de l'enfant de Taung, Australopithecus africanus, décrit par Dart et daté à environ 2,5 millions d'années. Et dès 1959, en Afrique orientale, en Tanzanie, le Paranthropus boisei, décrit par Louis Leakey. Puis les nouvelles découvertes s'enchaînent entre 2 et 3,6 millions d'années, avec d'abord à 2,5 millions d'années Paranthropus aethiopicus, décrit par Camille Arambourg et Yves Coppens. 1968. Puis, bien sûr, de Lucie, 3 millions de découverte par la mission franco-américaine, co-dirigée par Yves Coppens, Maurice Tayeb et Donald Johanson. Lucie sera attribuée en 1978 à une nouvelle espèce, Australopithecus afarensis, par Johanson, White et Coppens. Peu à peu, on va alors prendre conscience que notre histoire s'enracine non seulement en Afrique, mais aussi profondément dans le temps. D'ailleurs, cette distribution géographique, pour le moins singulière, des préhumains en Afrique australe et en Afrique orientale, associée au fait que les plus anciens étaient est-africains, en l'occurrence ceux de l'Aetoli en Tanzanie, datés à 3,6 millions d'années. Cette situation a conduit Yves Coppens à proposer le paléoscénario East Side Story, l'hypothèse de la savane est-africaine originelle du préhumain bipède. Ce paléoscénario va alors définitivement se substituer à l'hypothèse d'une origine asiatique quand, en 1982-83, David Pilbeam, directeur du département d'anthropologie de l'université de Harvard, montre que Ramapithecus, connu entre 7 et 12 millions d'années dans les Siwalik du Pakistan,
l'ancêtre supposé du rameau humain, est en réalité la femelle du Sivapithecus, genre apparenté à l'actuel pongo Laurent-Coutan. Depuis 1994, les découvertes sur le continent africain se sont succédé à un rythme accéléré. En Afrique orientale, avec des préhumains de plus en plus anciens, Australopithecus anamensis, décrit par Mivliki et son équipe en 1995 au Kenya, est daté de 3,9 à 4,1 millions d'années. Ardipithecus ramidus, décrit par Tim White et son équipe en Éthiopie en 1994, est daté à 4,4 millions d'années. Ororhyn tugenensis, décrit par Brigitte Senu et son équipe en 2001 au Kenya, est daté à 6 millions d'années. Ardipithecus kadaba, décrit par Johannes Haile Selassie en 2001 en Éthiopie, est daté entre 5,2 et 5,8 millions d'années. En Afrique australe, avec l'annonce en 1995 par Philippe Tobias et Ron Clark de la découverte en Afrique du Sud, dans la grotte de Sterkfontein, de Littlefoot, daté entre 3 et 4 millions d'années, devenu depuis le premier squelette subcomplet connu d'Australopithèque. Actuellement toujours en cours de dégagement par Ron Clark dans cette célèbre grotte qui a livré de si nombreux fossiles, dont entre autres le 18 avril 1947, le crâne de la très célèbre Mrs. Pless, mise au jour par le docteur Robert Broom, alors directeur du Transvaal Museum de Pretoria. Depuis 1994, j'ai dirigé la MPFT, la mission paléoanthropologique franco-tchadienne, qui regroupe une soixantaine de chercheurs de 10 nationalités et conduit un programme de recherche transdisciplinaire autour de l'origine et l'évolution des hominidés anciens et de leurs environnements successifs. La MPFT prospecte et fouille dans le désert du Djourab, au nord Tchad, donc à l'ouest du Grand Rift africain, où successivement elle a mis au jour un nouvel australopithèque, Abel, Australopithecus Bar el Ghazali, daté à 3,5 millions d'années, le premier trouvé à l'ouest de la vallée du Grand Rift africain, et plus tard un nouvel hominidé, surnommé Toumaï, Sahelanthropus tchadensis, du Miocène supérieur, daté à 7 millions d'années. Ce plus ancien hominidé connu est une découverte majeure qui montre définitivement que les hypothèses d'une origine australe ou orientale du clade humain doivent être reconsidérées. Sahelanthropus tchadensis possède une combinaison unique de caractères primitifs et dérivés qui montre clairement qu'il ne peut être rapproché ni des gorilles ni des chimpanzés, mais indique au contraire son appartenance au rameau humain et par l'âge, sa proximité temporelle avec le dernier ancêtre commun aux chimpanzés et aux humains. Dans le Miocène supérieur du Tchad, les données sédimentologiques et paléobiologiques témoignent d'une mosaïque de paysages. Actuellement, dans le Kalahari central, au Botswana,
Le delta de l'Okavango m'apparaît être un bon analogue avec un paysage mosaïque similaire de rivières, de lacs, de marécages, de zones boisées, d'îlots forestiers, de savanes arborées, de prairies herbeuses et de zones désertiques. Dans cette mosaïque, les préférences écologiques de Toumaï sont encore en cours d'étude, notamment l'étude des isotopes stables du carbone, de l'émail dentaire, devrait permettre de mieux préciser son régime alimentaire. Mais probablement, comme pour les autres hominidés du Miocène supérieur, Toumaï devait fréquenter des espaces boisés. De plus, compte tenu de ce que l'on sait de leur crâne ou de leurs membres, ces trois hominidés du Miocène supérieur sont sûrement bipèdes. Aussi, l'hypothèse qui invoquait le rôle déterminant de la savane herbeuse dans l'origine de la bipédie et du rameau humain fait dorénavant partie de l'histoire de notre histoire. Maintenant, il est de plus en plus clair que ces premiers hominidés fréquentaient des environnements boisés et n'étaient pas restreints à l'Afrique australe et orientale, mais vivaient au contraire dans une zone géographique plus vaste, incluant une partie de l'Afrique saharienne, au moins l'Afrique centrale, probablement la Libye, mais aussi l'Égypte et le Soudan. Ce que l'on croit savoir. Depuis 1994, les plus anciens hominidés connus sont passés de 3,6 à 7 millions d'années aujourd'hui, avec trois nouvelles espèces du Miocène supérieur. Ardipithecus kadaba, l'Éthiopien, Ororhine tugenensis, le Kényan, tandis que le plus ancien est l'hominidé tchadien. Ces découvertes ont un impact scientifique tout à fait similaire à celui de la description du premier Australopithèque, Australopithecus africanus, par Dart en 1925. Durant la même période, le nombre de genres d'hominidés décrits est passé de 3, Homo paranthropus australopithecus, à 7, Kenyanthropus, Ardipithecus, Ororhine, Sahelanthropus, tandis que la longueur de nos racines dans le temps a pratiquement doublé en passant de 3,6 à 7 millions d'années. Dans de telles conditions, il n'est pas surprenant que des hypothèses anciennes aient dû être abandonnées, tandis que les relations de parenté entre tous ces nouveaux taxons restent encore souvent l'objet de débats, parfois vifs, entre spécialistes. D'ailleurs, il est très probable que cette diversité taxonomique ne traduise que très imparfaitement la réalité biologique. Dans l'état actuel de nos connaissances, on peut penser que vers 4 millions d'années, ces hominidés anciens du Miocène supérieur ont probablement donné naissance aux australopithèques, Australopithecus anamensis, pour le moment le plus ancien, mais aussi le moins dérivé, le plus primitif. Puis Australopithecus afarensis, Lucie et ses frères. Australopithecus Barel-Ghazali, Abel du Tchad. Australopithecus Gary et d'autres. Eux-mêmes, ces australopithèques, sûrement à l'origine, entre 2 et 3 millions d'années, des premiers représentants Homo habilis, Homo rudolfensis, du genre Homo. Genre qui va partir à la conquête du reste de l'ancien monde, où les plus anciens représentants sont actuellement connus à un peu moins de 2 millions d'années, en Géorgie, au Caucase et en Chine méridionale. Tout ceci permet déjà de prédire la découverte en Europe et pourquoi pas en France
Par exemple, vous ne le répéterez pas, dans le Massif central, de représentants du genre Homo dans des niveaux plus anciens que 2 millions d'années. En Europe, vers 800 000 ans, on connaît Homo heidelbergensis, qui donnera naissance aux Néandertaliens. Entre les deux, on en a décrit d'autres. Ces Néandertaliens vont être remplacés en Europe vers 30-35 000 ans par les hommes modernes. Ertaud, le plus ancien représentant actuellement décrit de notre espèce, Homo sapiens idaltu, est également africain. Il est éthiopien et daté à 165 000 ans. C'est lui, ou l'un de ses frères, qui partira à la conquête du reste du monde avec le succès que nous connaissons. Parallèlement, on va voir apparaître une pensée conceptuelle avec des outils taillés au voisinage de 3 millions d'années. Les plus anciens d'entre eux, l'industrie pré-oldowayenne, sont décrits autour de 2,5 millions d'années en Afrique orientale. Dans les sites de Gona en Éthiopie et ceux de Lokalele au Kenya. Une industrie lithique plus spécifique, nommée Oldowayen, industrie plus standardisée, va ensuite se développer sur le continent africain, mais aussi en Europe, entre 1,9 et 1,6. Un progrès essentiel dans notre histoire, la maîtrise du feu. Beaucoup plus récente, semble n'avoir été acquise que vers 500 000 ans, plutôt un peu avant. Parmi les plus anciens foyers, il faut citer Ménès-Drégan en Bretagne, Terra Amata près de Nice, Vertészalos en Hongrie et Choukoutienne en Chine. Il y a 350 000 ans, l'un des tout premiers témoignages de la pensée symbolique a peut-être été mis au jour en Espagne, dans la Sierra de Atapuerca, où la veine sépulcrale de la Cima de los Huescos a livré des restes de 28 individus associés à ce qui pourrait être une offrande funéraire, un magnifique biface de quartzite. Enfin, symbolisme et créativité artistique. Il y a 75 000 ans, à Blombos, près du Cap, en Afrique du Sud, où 41 coquilles perforées, perles d'un collier, semblent bien témoigner des plus anciennes traces de joaillerie actuellement connues. Les conclusions ne peuvent être que provisoires. En Eurasie, dans le Miocène moyen supérieur, en dépit du foisonnement des formes d'hominoïdes décrites, Dryopithecus, Rudapithecus, Uranopithecus, Ankarapithecus, Sivapithecus, Lufeinpithecus, récemment Koratpithecus. En dépit de toutes ces formes, l'origine du rameau humain semble, au moins dans l'état actuel de nos connaissances, s'ancrer solidement en Afrique. Tandis que celle, l'origine, des premiers singes anthropoïdes vacille. Ainsi, les singes du Fayoum, Éocène supérieur, Oligocène inférieur d'Égypte, sont en train de perdre la primauté de leur antériorité au profit de ceux d'Asie, de l'Éocène moyen supérieur, du Myanmar et de Chine. Dans un cas, l'origine des hominidés
comme dans l'autre, l'origine des anthropoïdes. Il m'est particulièrement agréable de souligner que ce sont des équipes transdisciplinaires d'universitaires et de chercheurs français liés au CNRS, dont l'UMR 6046 de Jean-Jacques Gégère et Patrick Vigneault, mes collègues de l'Université de Poitiers, une équipe de recherche qui est aussi la mienne, qui sont impliqués tant sur le terrain que dans l'étude et la publication des nouveaux fossiles mis au jour. Avant Homo et Australopithecus, les hominidés du Miocène supérieur constituent probablement un nouveau grade évolutif. Pour le moment le plus ancien, et donc le premier connu de notre histoire, de telle sorte que l'impact scientifique de leur description est tout à fait comparable à celui de la description du premier Australopithèque par Dart en 1925. De plus, ce que l'on en sait montre qu'ils étaient probablement bipèdes et que leurs préférences écologiques les conduisaient à fréquenter plutôt des environnements boisés. Après un quart de siècle d'existence, une belle longévité pour une hypothèse paléontologique. Le paléoscénario de la savane originelle fait donc maintenant partie de l'histoire de notre histoire. Mais si l'origine du rameau humain semble donc bien être africaine, par contre, avec mon équipe, la MPFT, nous avons montré que les hominidés anciens n'ont pas uniquement vécu en Afrique australe et orientale, mais dans un territoire beaucoup plus vaste, comprenant au moins l'Afrique centrale avec le Tchad, mais probablement aussi le Soudan et au nord, la Libye et l'Égypte. Dans ce vaste territoire saharien, nous avons mis en évidence au Tchad la succession de périodes sèches, voire arides, et humides, depuis au moins la fin du Miocène. Et qu'à cette époque, il y a 7 millions d'années, le Tchad et la Libye au nord appartenaient à la même province biogéographique. Ce vaste territoire a dû jouer un rôle jusque-là complètement méconnu dans l'histoire des hominidés. C'est là maintenant le cœur de mon projet de recherche. Il convient aussi de souligner toute l'importance des climats et de leur approche par modélisation pour essayer de mieux mettre en évidence toute l'importance de leur rôle dans l'évolution des hominidés. À mon avis, il est de plus en plus prédictible que l'un des enjeux majeurs pour mieux comprendre notre histoire reste de préciser les relations biogéographiques, non seulement au sein de cette Afrique saharienne, mais aussi avec l'Eurasie, l'Afrique orientale et australe. Pour le moment, ce vaste territoire saharien est comme une immense place vide, où seul le Tchad vient de commencer à nous livrer les premières données. Si l'on y ajoute d'abord l'Eurasie, puis le reste du monde, c'est dire l'ampleur de l'immense chantier de terrain pour le futur. Mais c'est dire aussi que l'enthousiasme de la quête pour savoir est à la hauteur de tout ce que l'on ne sait pas, tant est grand ce qui reste à défricher. Pour cela, je rappellerai la découverte récente de Homo floresiensis, premier exemple chez les humains, de nanisme résultant d'un isolement insulaire. Découverte encore très controversée, parce que nous sommes en présence d'un représentant du genre humain, alors qu'il s'agit d'un phénomène, par ailleurs pourtant bien connu chez notamment les mammifères, par exemple les éléphants nains des îles de la Méditerranée, Sardaigne, Sicile, Malte, la Crète.
Et pourtant, là encore, on peut prédire un jour prochain une découverte similaire dans ces îles de la Méditerranée, compte tenu de ce que je crois savoir. Là encore, ne le répétez pas. Ma favorite serait plutôt la Sardaigne. Par contre, l'extraordinaire contribution de cette formidable machine à remonter le temps vers notre origine, constituée seulement par quelques grandes équipes internationales, n'a malheureusement pas suscité de nombreuses vocations de terrain, mais au contraire, une cohorte impatiente de volontaires prêts à étudier les nouveaux fossiles déjà mis au jour, voire plus simplement encore de quelques individualités pour vulgariser les nouvelles découvertes. Ce contexte très stimulant de compétition internationale et internationale, particulièrement vive, est à l'origine d'un buissonnement d'idées, dont quelques-unes sont parfois si contradictoires de ce qui a été publié dans les meilleures revues scientifiques spécialisées qu'elles ne pourront être que très éphémères. D'ailleurs, à ce jour, elles n'ont trouvé que l'écho qu'elles méritaient au sein de la communauté scientifique internationale. Dans cette compétition scientifique, pour découvrir les plus anciens restes de singes anthropoïdes et ou d'hominidés, pour essayer de mieux comprendre notre histoire, ce sont des nouveaux fossiles, mais aussi des artefacts et la formidable explosion des activités humaines qui seront à leur tour de nouvelles pierres angulaires apportées par les paléontologues, préhistoriens, paléoethnologues à la reconstruction des premières phases de notre histoire, puis au peuplement de l'ensemble de la planète Terre. En fonction de la diversité et de la multiplicité de ces nouvelles données, l'histoire et l'évolution des hominidés anciens, de leur origine africaine, au peuplement du reste du monde, doivent être reconsidérées dans le cadre de nouveaux paradigmes. Ces nouvelles approches vont induire immanquablement des changements drastiques pour l'ensemble de notre histoire, de telle sorte que les interrogations anciennes, d'où venons-nous, qui sommes-nous, qui est l'ancêtre, où, quand est-il apparu, bien qu'elles soient de mieux en mieux contraintes, ces interrogations demeurent toujours des questions d'actualité. En science, l'absence de preuve n'est jamais la preuve de l'absence. Et en paléontologie, la validité d'une hypothèse a souvent une durée de vie qui s'arrête avec la découverte du prochain fossile mis au jour. Mais telle est la science. Avec bonheur, elle sait en même temps nous faire rêver et nous rendre humbles. Toumaï a tenu à partager avec nous cet instant unique. Il y a là les moulages de son crâne original et de sa reconstruction virtuelle. Original, reconstruction virtuelle passée par l'intermédiaire d'un stéréolithographe. Ainsi que son buste, réalisé en collaboration scientifique avec Elisabeth Dénès, une artiste sculpteur. Toumaï
avec ses 7 millions d'années, parce qu'il est le plus ancien d'entre nous, peut vous dire que ce que nous savons aujourd'hui de notre histoire permet de manière spectaculaire de confirmer la prédiction faite par Darwin en 1871. Notre origine est bien africaine et unique. Lui et nous tous ensemble, nous partageons la même population ancestrale. Nous sommes donc tous sœurs et frères. Nos différences majeures sont essentiellement marquées par la diversité de nos cultures, une richesse liée à notre histoire. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous remercie.